Janer de Charlotte Brontë. Lecture de Sylvie Morel-Pinatel. Chapitre 1er. On ne pouvait songer à se promener ce jour-là. Le matin pourtant, nous avions vagabondé 1 heure durant dans les taillis des feuillets. Mais depuis le déjeuner, or Miss Reed, lorsqu'il n'y avait pas d'invité, déjeunait tôt, un vent d'hiver glacial roulait des nuages si sombres et une pluie si drue qu'il n'était plus question de sortir. J'en étais contente. Je n'aimais pas les longues promenades dans les après-midi de Frimat. Les retours dans un crépuscule âpre, mains et pieds gelés. Le cœur attristé par les réprimandes de la nurse Bessie. L'âme humiliée par le sentiment de mon infériorité physique devant Eliza, John et Georgiana Reed me torturait. Lady, Eliza, John et Georgiana étaient blottis auprès de leur mère au salon. Étendus sur un canapé au coin du feu, ces chéris, qui avaient cessé pour un instant cris et querelles, serrées contre elle était l'image même du bonheur. Elle m'avait dispensé d'être des leurs, regrettant, disait-elle, de se voir contrainte de me tenir à distance. Mais en vérité, jusqu'à ce qu'elle ait pu constater de ses propres yeux que je faisais un effort pour acquérir une attitude plus sociable, plus enfantine, des manières plus séduisantes, plus de naturel, de légèreté, de franchise. Elle devait m'exclure des privilèges destinés aux enfants satisfaits et heureux. Et qu'ai-je fait de répréhensible, au dire de Bessie, questionnai-je. Jane, je n'aime pas qu'on ergote et qu'on questionne. D'ailleurs, il est inadmissible de s'adresser ainsi à ses aînés. Asseyez-vous quelque part, et tant que vous ne serez pas capable de vous exprimer agréablement, taisez-vous. Une petite salle à manger était attenante au salon. Je m'y glissai. Il y avait là une bibliothèque. J'eus au fait d'y choisir un livre illustré et m'installai assise à la turque sur le bord intérieur de la fenêtre. Le rideau de damas rouge bien fermé autour de moi, j'avais la solitude d'un saint dans sa niche. À droite, la draperie écarlate me cachait la vue, mais à gauche, la vitre claire me livrait toute la mélancolie de cet après-midi de novembre. Et tout en tournant les pages du livre, j'épiais l'hiver. Il dénouait au loin des nuées et des brumes, et là, tout près, détrempait la pelouse, s'acharnait dans les buissons, ruisselait d'une morne et sauvage désolation. Je me replongeais dans mon livre. L'histoire des oiseaux d'Angleterre par Beckwith. Le texte m'intéressait assez peu. Pourtant, tout enfant que j'étais, certaines pages émouvaient mon imagination. Prenaient vie les repères des oiseaux de mer, les rocs solitaires et les promontoires dont ils étaient les seuls habitants, les côtes de Norvège toutes piquées d'îles vers le sud, les rivages du Grand Nord, où les vastes tournoiements de l'océan Arctique écument aux îles tristes et nues de la lointaine Thulé, et la houle atlantique balaie les orageuses Hébrides. La magie des grèves désertes, de la Laponie, de la Sibérie, du Spitzberg, de la Nouvelle-Zambie, de l'Islande, du Groenland, naissait avec les descriptions de ces régions perdues, ces monotones étendues de neige et de glace, accablées par des siècles d'hiver, étincelantes de sommets alpestres qui emprisonnent le pôle dans l'étau du froid le plus rigoureux. De ce royaume de la mort blanche, je me faisais une idée bien à moi. Indécise, comme toutes les chimères qui hantent les cerveaux d'enfants, mais étrangement solennelle. Les légendes des illustrations donnaient un sens aux rochers qui transperçaient l'écume, à l'épave sur la grève désolée,
à la lune fantomatique qui, entre les barreaux des nuages, regardait sombrer un navire. Je ne saurais traduire l'atmosphère du cimetière déserté, silencieux, avec sa stèle gravée, sa clôture, ses 2 arbres, ses murs écroulés, lorsqu'à l'horizon bas monte le croissant pâle qui dit l'heure tardive. Les 2 vaisseaux, encalminés sur une mer torpide, devenaient les revenants du fond des océans. Je ne m'attardais pas au diable qui aide le voleur à charger son butin, car la terreur se glissait en moi, ni à l'image noire et cornue de cet être qui, du haut d'un rocher, épiait une foule lointaine grouillant autour d'un gibet. Toute image me contait quelque envoûtant mystère, pareil à celui qui émanait des histoires que Bessie nous racontait quand, par chance, elle était de bonne humeur. Ainsi, certaines soirées d'hiver nous trouvaient près du feu, autour de la table où elle repassait les guimpes et tuyautait les bonnets de nuit de Mrs. Reed, fascinée par les récits d'amour et d'aventure qu'elle empruntait aux contes de fées et aux anciennes ballades. Le béwick sur les genoux, j'étais heureuse à ma manière. Je ne craignais qu'une intrusion, et elle arriva bien trop vite. La porte s'ouvrit. « Ouh, Madame Rabat-Joie !» criait John Reed. Puis il s'interrompit, croyant la pièce vide. « Où diable est-elle ? Lizzie, Georgie, Jane n'est pas là. Allez dire à maman que cette sale bête est sortie sous la pluie. » J'ai bien fait de tirer le rideau, pensai-je, et je souhaitais ardemment qu'il ne découvrît pas ma cachette. Il n'était pas assez malin d'ailleurs pour la trouver seule, mais Élisa passa son nez dans la porte entrebâillée et dit aussitôt « Elle est sûrement sur le bord de la fenêtre. » J'en descendis promptement, terrifiée à l'idée d'en être tirée par John. « Que voulez-vous » demandai-je avec une craintive maladresse. « Dites, que voulez-vous, Master Reed ?» fut la réponse. « Je veux que vous veniez ici. » Il s'assit dans un fauteuil et m'ordonna d'un geste d'approcher. John Reed était un écolier de 14 ans, mon aîné de 4 ans, large et lourd pour son âge, le teint sale, les traits épais. Il avait coutume de bâfrer, ce qui l'avait rendu bilieux, lui faisait les yeux chassieux et les joues flasques. Il aurait dû être à l'école, mais sa mère le gardait à la maison depuis près de 2 mois, sous prétexte de sa délicate santé. Mr. Miles, le directeur, affirmait qu'il se porterait fort bien si on lui envoyait de la maison moins de gâteaux et de sucreries. Mais le cœur maternel se révoltait contre cet avis barbare et s'attendrissait à penser que le teint jaunâtre de John était provoqué par le surmenage et la nostalgie du foyer. Pourtant, John n'aimait ni sa mère ni ses sœurs. Quant à moi, il me haïssait. Il me brutalisait et me malmenait jour après jour, heure après heure. Chaque fibre de mon être vibrait de terreur devant lui. Toute ma chair se rétrécissait sur mes os à son approche. J'étais bouleversée d'effroi, car j'étais sans recours devant ses sévices. Les domestiques n'auraient jamais osé prendre parti pour moi contre leur jeune maître, et Mrs. Reed était sourde et aveugle à ce sujet. Elle ne l'avait jamais vu porter la main sur moi, ni entendu m'injurier, quoiqu'il fît, parfois, l'un et l'autre en sa présence, préférant toutefois me torturer lorsqu'elle avait le dos tourné. Dressé à l'obéissance, je m'approchai de son fauteuil. Il gaspilla au moins 3 minutes à se décrocher quasiment la langue à force de me la tirer. Je sentis qu'il allait bientôt frapper, et tout en redoutant le coup, je me complaisais à juger son apparence monstrueuse. Peut-être l'eut-il sa propre laideur sur mon visage, car, soudain, sans un mot, brutalement, il frappa de toute sa force. Je chancelai,
et tout en reprenant mon équilibre, je reculai d'un ou deux pas. Ceci est pour l'insolence de votre réponse à ma mère, tantôt, également pour la sournoiserie que vous mettez à vous dissimuler dans les rideaux, et encore pour l'expression de votre regard à l'instant, espèce de rat. Habitué aux insultes de John, je ne songeais nullement à y répondre, mais à parer les coups qui devaient suivre. « Que faisiez-vous derrière le rideau ?» demanda-t-il. Je lisais. « Montrez le livre !» J'allais le chercher sur le rebord de la fenêtre. « Vous n'avez aucun droit de vous servir de nos livres. Mère dit que vous nous êtes à charge. Vous n'avez pas un sou. Votre père ne vous a rien laissé. Vous devriez mendier et non vivre parmi des enfants de notre rang, ni manger les mêmes repas que nous, ni être vêtu aux frais de notre mère. Et maintenant, je vais vous apprendre à farfouiller dans ma bibliothèque, car ces livres sont à moi. Toute cette maison m'appartient, ou m'appartiendra dans quelques années. Allez vous mettre près de la porte, loin du miroir et des fenêtres. » J'obtempérais, inconscient de ses desseins. Mais lorsque je le vis balancer le livre et viser, je m'écartai instinctivement avec une plainte d'effroi. Je ne fus pas assez prompte toutefois, le volume m'atteignit au visage et je tombai, me blessant la tête contre la porte. La plaie saigna, la douleur se fit aiguë, ma terreur avait dépassé son paroxysme, d'autres sentiments lui succédèrent. « Méchant et cruel garçon !» m'écriai-je. « Vous êtes comme un assassin, vous êtes un surveillant d'esclaves, vous êtes pareil aux empereurs romains. » Je venais de lire l'histoire de Rome, de Goldschmidt. Je m'étais fait une opinion sur Néron et Caligula, et dans mon cœur s'étaient établies des comparaisons dont je ne pensais pas qu'elles s'exprimeraient une fois. « Comment ? Comment ?» hurla-t-il. « C'est à moi que vous osez dire cela ? Elisa, Georgiana, l'avez-vous entendu ? Je vais le dire à maman. Mais d'abord... » Il se précipita sur moi, m'empoignant les cheveux, me saisissant l'épaule, mais il s'attaquait au désespoir en personne. Je voyais vraiment en lui le tyran, l'assassin. Je sentais le sang me couler dans le cou, la cuisson de la blessure. La souffrance en moi domina la crainte. J'étais déchaîné. Je ne me souviens pas de l'usage que je fis de mes mains, mais il m'appela « Rat, sale rat !» et se mit à hurler. Le secours ne se fit pas attendre. Elisa et Georgiana étaient allées chercher Mrs. Reed. Elle fit son entrée en scène, flanquée de Bessie et de sa femme de chambre à Beau. On nous sépara. J'entendis ces mots. « Quelle furie ! Se jeter ainsi sur Master John ! A-t-on jamais vu pareille image de la colère ?» Puis Mrs. Reed ordonna. « Emmenez-la dans la chambre rouge et enfermez-la à clé !» Je fus aussitôt saisi par 4 mains et emporté à l'étage. Chapitre 2. Je ne cessais de me débattre. Cela m'était nouveau et ne fit qu'aggraver les dispositions défavorables de Bessie et de Miss Abbott. J'étais hors de moi, comme disent les Français. Je me rendais compte qu'un instant de révolte m'avait déjà rendu passible d'étranges châtiments, mais comme tout esclave révolté, j'étais résolu dans mon désespoir à aller jusqu'au bout. « Tenez-lui les mains, Miss Abbott, elle est enragée !»« Quelle honte !» s'écria la femme de chambre.
Quelle conduite scandaleuse, Miss Eyre! Frapper un jeune gentleman, le fils de votre bienfaitrice, votre jeune maître. Mon maître? En quoi est-il mon maître? Suis-je une servante? Non, même pas, car vous ne gagnez pas votre vie. Asseyez-vous et méditez sur votre méchanceté. Arrivée dans la chambre rouge, elles me jetèrent sur un tabouret. Mon réflexe fut de me relever d'un bond. 2 paires de mains m'y tinrent rivée. « Si vous ne restez pas tranquille, je vous attache, » dit Bessie. « Miss Abbott, prêtez-moi vos jarretières, elles feraient craquer les miennes. » Miss Abbott se détourna pour ôter de sa puissante cuisse l'objet en question. L'idée d'être garrottée, la notion d'ignominie que cela impliquait, me calmèrent quelque peu. « Ne les enlevez pas, m'écriai-je, je ne bougerai pas. » Et pour donner du poids à mes dires, je me cramponnai au tabouret. « Cela vaudrait mieux, » dit Bessie. Et lorsqu'elle fut assurée de ma soumission, elle me lâcha. Alors, elles se mirent toutes deux à me contempler d'un œil sombre, les bras croisés, comme doutant de ma santé morale. « Elle n'a jamais agi de la sorte jusqu'à présent, » dit enfin Bessie, se tournant vers la suivante. « Mais c'était en germe. Madame et moi sommes bien d'accord sur ce point. Nous n'avons jamais vu une enfant de cet âge aussi sournoise. » Bessie ne répondit pas, mais s'adressant à moi. « Mettez-vous dans la tête que vous êtes l'obligé de Mrs. Reed. Si elle vous chassait, vous devriez aller à l'orphelinat. » Je n'avais rien à répondre à cela. Ces mots ne m'étaient pas nouveaux. J'en avais été bercée d'aussi loin que je pouvais me souvenir. Douloureuse, écrasante mélopée, dont le sens me restait vague. Miss Abbott renchérit. « Il n'allait pas vous figurer que vous êtes l'égal des jeunes maîtres, parce que madame a la bonté de permettre que vous soyez élevé avec eux. Ils auront beaucoup d'argent. Vous n'aurez rien. Il est de votre devoir d'être humble et d'essayer de vous rendre agréable auprès d'eux. » « Nous disons cela pour votre bien, » ajouta Bessie moins durement. « En vous rendant utile et plaisante, peut-être trouveriez-vous ici un foyer, mais si vous devenez violente et grossière, à coup sûr on vous chassera. » « D'ailleurs, Dieu la punira, » dit Miss Abbott. « S'il la frappait de mort dans ses accès de rage, où irait-elle? Venez, Bessie, laissons-la. Le ciel me garde d'avoir un cœur comme le sien. Priez, Miss Eyre, et repentez-vous, sinon le démon risque de venir vous prendre en passant par la cheminée. » Elles s'en allèrent et fermèrent la porte à clé. Personne ne dormait jamais dans la chambre rouge, à moins qu'une affluence de visites au château ne le rendît absolument nécessaire. C'était pourtant l'une des pièces les plus majestueuses de la maison. Tel un tabernacle, un lit d'acajou aux lourds piliers tendus de rideaux cramoisis en occupait le centre. 2 grandes fenêtres, aux persiennes à demi closes, étaient ensevelies dans des draperies de même tissu. Le tapis était rouge, rouge était la nappe qui couvrait la table près du lit. Les murs passaient du rose à un ton fauve, tout le mobilier était d'acajou. Dans cette ambiance sombre se dressait la blancheur menaçante des oreillers entassés et du couvre-lit. Non moins dissonante, la blancheur d'une chaise de repos près du lit, à son côté un tabouret me faisait penser à un trône blafard. Cette chambre était froide, car on y faisait rarement du feu. Elle était silencieuse, parce qu'elle était à l'écart, et solennelle, parce qu'on savait qu'on n'y entrait presque jamais.
On y essuyait le samedi la paisible poussière d'une semaine, et de loin en loin, Miss Reed y visitait quelques tiroirs secrets où dormaient des papiers, son coffre à bijoux et un portrait de son défunt mari. C'était là le mystère de la chambre rouge qui la faisait si désertée en dépit de sa grandeur. Mr. Reed, 9 ans auparavant, y avait rendu son dernier soupir. Là, il avait eu sa couche funèbre. De là, les croque-morts avaient emporté son cercueil. Et depuis ce jour, une consécration lugubre l'avait voué au silence. Le siège auquel Bessie et l'aigre Miss Abbot m'avaient laissé river était un sofa bas près de la cheminée de marbre. Le lit se dressait devant moi. À ma droite, des reflets brisés jouaient sur les panneaux d'une haute et ténébreuse armoire. À ma gauche, entre les fenêtres emmitouflées, un immense miroir répétait la majesté solitaire de la pièce. Peut-être avait-on oublié de tourner la clé dans la serrure. Lorsque j'osais bouger, je me levais pour m'en assurer. Mais non, jamais prison ne fut plus sûre. Pour regagner mon siège, je dus passer devant la glace, et malgré moi, mon regard fasciné plongea dans ses profondeurs. Son eau me renvoyait un univers irréel, sombre et glacé, au milieu duquel, menu et pâle, je me regardais avec des yeux brillants que l'inquiétude tourmentait. Leur vie, qui palpitait dans tant d'immobilité, me parut appartenir à un être surnaturel. Je crus voir un de ces minuscules lutins qui, dans les contes de Bessie, sortaient des fougères dans la lande déserte pour apparaître aux voyageurs attardés. Je me rassis. Une crainte superstitieuse commençait à m'envahir, et s'il ne me dominait pas encore, c'est que mon cœur gardait la chaleur amère de la rébellion. Ce fut seulement lorsque se retira la marée de la colère que je perdis pied dans l'horreur du présent. Toutes les tyrannies sadiques de John, l'orgueil indifférent de ses sœurs, la haine de leur mère, l'injustice des domestiques montaient en moi comme la vase d'un étang remué. Pourquoi devais-je toujours souffrir, être éternellement rabroué, accusé, condamné? Pourquoi ne trouvais-je grâce aux yeux de personne? Pourquoi était-il si vain, si inutile de chercher à gagner ici quelque indulgence? Elisa, égoïste et entêtée, était respectée. On passait tout à Georgiana, bien qu'elle fût gâtée, insolente, rancunière. Pourquoi sa beauté, ses boucles blondes et ses joues roses lui assuraient-elles l'impunité absolue? Quant à John, personne ne le contrariait jamais, moins encore le punissait-on, quand bien même il tordait le cou aux pigeons, tuait les poussins, lâchait les chiens sur les moutons, cueillait les raisins de serre et massacrait les bourgeons de plantes rares. Il appelait sa mère « ma vieille », dénigrait son teint brun, si pareil au sien, déchirait ses robes de soie et lui désobéissait ouvertement. Malgré tout, il était toujours son cher trésor. Cependant que je n'osais broncher, m'appliquais à toute tâche pour m'entendre traiter du matin au soir et du soir au matin de méchante et d'insupportable, de renfrognée et de sournoise. Ma blessure saignait encore. J'avais mal à la tête. Personne, cependant, n'avait reproché à John les coups qu'il m'avait portés. Si je m'étais défendu, ça avait été pour m'en épargner de nouveau. Et c'était moi qu'on chargeait de tous les crimes. Injuste, trop injuste. Ah, si fuir était impossible, du moins
Allais-je me laisser mourir de faim? Quel fut mon désespoir en ce triste après-midi, la tête en feu, le cœur en révolte. À travers l'ombre épaisse de mon ignorance, le stylet d'une question, toujours la même, me transperçait. Pourquoi devais-je endurer ce martyre? Il m'en a fallu des années pour connaître la réponse. J'étais à Gateshead, une fausse note. Je n'y ressemblais à personne, je n'avais rien de commun avec Mrs. Reed, ni avec ses enfants, ni même avec son personnel trié sur le volet. Ils me détestaient, je ne les aimais pas. Je n'y étais qu'un être inutile, d'un tempérament trop différent, ne pouvant servir leur intérêt, ni ajouter à leur plaisir. Un être malfaisant, dans lequel couvaient les germes de l'indignation devant leur traitement, du mépris devant leur jugement. Eussé-je été belle, frivole et turbulente, Mrs. Reed m'eût supporté plus aisément. Les enfants auraient trouvé en moi une compagne de jeu à leur goût, et les domestiques auraient été moins promptes à faire de moi le souffre-douleur de la maison. Il était plus de 4 heures. Un crépuscule sinistre assombrissait la pièce. La pluie cinglait les vitres. Le vent hurlait dans les arbres. Le froid me pétrifiait. Le courage m'abandonna. Mon humeur naturelle, humiliée et mélancolique, éteignit les braises de ma colère. On me disait perverse. Peut-être l'étais-je? N'avais-je pas désiré la mort? C'était un crime. Et étais-je prête pour ce départ? Le caveau de famille était-il une séduisante demeure? C'est là que reposait Mr. Reed. Je m'attardais à cette pensée avec un effroi croissant. Je ne me souvenais pas de lui, mais je savais qu'il était mon oncle, le frère de ma mère, et qu'il m'avait recueilli lorsque je devins orpheline. Sur son lit de mort, il avait arraché à Miss Reed la promesse qu'elle me garderait et me traiterait comme ses propres enfants. Je pense que celle-ci se figurait avoir tenu parole, mais je lui étais étrangère, indésirable. Ce devait lui être pénible d'être liée par serment à une étrange enfant qu'elle ne pouvait aimer. Un sentiment insolite m'envahit. Je savais, avec une infaillible certitude, que s'il avait vécu, mon oncle m'eût traité avec bonté. Et cependant que mon regard subjugué allait de la blancheur de l'oreiller aux lueurs vagues du miroir, je pensais aux morts, émus d'indignation dans leur tombe, de ce qu'on avait violé leur dernière volonté, et se dressant pour venir châtier les parjures et venger les opprimés. Et je me pris à songer que l'esprit de Mr. Reed, tourmenté par les souffrances de l'enfant de sa sœur, pourrait bien sortir de son séjour. Fût-ce la crypte de la chapelle ou quelque monde inconnu où se retrouvent les trépassés et apparaître dans cette chambre. J'essuyais mes larmes, je tus mes sanglots de crainte que le bruit de mon chagrin n'appelât à me consoler une voix surnaturelle, n'inspirât un blanc visage nimbé de tendresse à se pencher sur moi. Je redoutais par-dessus tout cette apparition consolante. Je résolus d'être ferme. Je rejetai mes cheveux en arrière, dressai le menton, tentant de regarder avec assurance dans la chambre assombrie. Mais, à cet instant précis, une lueur frissonna sur le mur. Un rayon de lune dans la fente des volets? Mais non, le clair de lune est immobile, et cette lueur vacille. Tandis que je la fixais, elle gagna le plafond, trembla au-dessus de ma tête. Plus tard, je me dis que c'était la lumière d'un falot dans l'allée. Mais alors mon âme était ouverte à l'horreur, mes nerfs déchirés,
et ce rayon vagabond devint le messager d'un revenant. Mon cœur se mit à battre frénétiquement. Mon sang bruissait à mes oreilles comme des ailes. Quelque chose semblait s'approcher de moi. Je suffoquais d'angoisse et de terreur. Je me précipitais sur la porte et la secouais désespérément. Des pas résonnèrent. La clé tourna dans la serrure. Bessie et Abbott entrèrent. « Miss Eyre, êtes-vous malade ?» dit Bessie. « Quel bruit infernal !» s'exclama Abbott. « Il m'a transpercé. »« Une lumière. J'ai vu une lumière et j'ai cru qu'un fantôme allait venir. » Je me cramponnai à la main de Bessie et elle ne me la retira pas. « Oh, elle le fait exprès !» dit Abbott d'un air dégoûté. « Un cri pareil. Si elle souffrait, on l'excuserait. Mais c'était pour nous faire venir. Je connais ses tours. » Une voix abrupte interrogea. « Que se passe-t-il » Miss Reed était arrivée, toute voile dehors. Il me semblait avoir donné des ordres pour qu'on laisse Jane Eyre dans la chambre rouge, jusqu'à ce que je vienne l'y chercher moi-même. Mais elle a tant crié, plaida Bessie. « Lâchez la main de Bessie !» fut la seule réponse. « Je déteste la simulation, surtout chez les enfants. Il est de mon devoir de vous prouver que cela ne prend pas avec moi. Vous resterez dans cette chambre 1 heure de plus, et même alors, je ne vous laisserai sortir que si vous vous tenez parfaitement silencieuse. Oh, ma tante, ayez pitié. Pardonnez-moi. Je ne peux pas le supporter. Punissez-moi autrement. Je mourrai si. Taisez-vous. Cette exaltation est tout à fait répugnante. » C'était bien là, sans doute, ce qu'elle éprouvait. J'étais à ses yeux une comédienne précoce. Elle me considérait, en toute sincérité, comme un monstre de mesquinerie et de duplicité. Bessie et Abbott s'étaient retirés. Miss Reed, exaspérée par ma folle anxiété et mes sanglots sauvages, me repoussa brutalement et sans un mot referma la porte à clé. J'entendis encore le froissement de sa robe qui s'éloignait, puis je sombrai dans l'inconscience. Chapitre 3. Je revins à moi avec le sentiment d'un atroce cauchemar. Une aveuglante lumière rouge barrée de noir dansait devant mes yeux, des voix chuchotaient à mes oreilles avec un bruit d'eau. L'épouvante enténébrait mon cerveau. Puis je me rendis compte qu'on me redressait sur des coussins plus précautionneusement qu'on ne l'avait jamais fait. Ma tête s'abandonna sur un bras, une vague douceur me pénétra. Lorsque je fus tout à fait revenu à moi, je compris que j'étais dans mon lit, que la lueur rouge venait du feu dans la cheminée. Il faisait nuit, une bougie brûlait sur la table. Bessie se tenait au pied du lit et, assis à mon chevet, un homme se penchait sur moi. Un soulagement inexprimable m'envahit à sentir près de moi un étranger n'appartenant pas à Gateshead et sans lien de parenté avec Mrs. Reed. Je me détournai de Bessie, dont la présence toutefois m'était moins odieuse que ne l'eût été celle d'Abbott, pour regarder l'homme. Je le reconnus, c'était Mr. Lloyd, le pharmacien que Mrs. Reed appelait parfois lorsque les domestiques étaient malades. Pour les enfants et pour elle-même, c'est le médecin qu'on dérangeait. « Eh bien, qui suis-je » demanda-t-il. Je murmurai son nom et lui tendis la main. Il la serra en souriant. « Cela ne sera rien, » dit-il. Il m'installa et recommanda qu'on ne me dérangeât pas pendant la nuit. Il donna encore quelques conseils, dit qu'il reviendrait le lendemain et se leva pour partir. J'en ressentis du chagrin.
J'éprouvais un bien-être heureux à le sentir près de moi. Et quand il eut refermé la porte derrière lui, la chambre s'assombrit, et une tristesse sans nom me serra le cœur. « Croyez-vous que vous pourrez dormir ?» s'enquit Bessie presque doucement. C'est à peine si j'osais répondre, redoutant les mots durs qui risquaient de suivre. J'essaierai. « Aimeriez-vous boire ou manger quelque chose ?»« Non, merci, Bessie. »« Alors, je crois que je vais aller me coucher, car il est minuit passé. Mais n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit. » Subite et admirable courtoisie. Cela m'encouragea à poser une question. « Bessie, qu'est-ce qu'il m'arrive? Suis-je malade? » « Vous vous êtes évanouie à force de pleurer. Ça va aller mieux. » Elle sortit et passa dans la pièce voisine. Je l'entendis qui disait « Sarah, venez dormir avec moi, voulez-vous? Je n'ose pas rester seule avec cette pauvre enfant. Si elle venait à mourir, ce malaise a été tellement étrange. Je me demande si elle a vu quelque chose d'insolite. Madame a été trop dure. » Sarah revint avec elle et elles se couchèrent. Elles chuchotèrent longuement avant de s'endormir. Je saisissais des bribes de cette conversation dont je faisais l'objet. Une apparition blanche la frôlait. Un gros chien suivait. On a frappé 3 coups à la porte de la chambre. Une lumière dans le cimetière, juste au-dessus de sa tombe, etc. Enfin, elles s'endormirent toutes deux. Le feu et la chandelle s'éteignirent. Une de ces terreurs, comme seuls peuvent en connaître les petits enfants, me tint toute la nuit éveillée, l'esprit en alerte, l'oreille aux aguets. Je ne fus pas longtemps malade. Mes nerfs pourtant avaient été si ébranlés qu'ils n'en guérirent jamais. Oui, Mrs. Reed, c'est à vous que je dois l'angoisse et la souffrance morale. Mais je devrais vous pardonner, car vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Vous pensiez déraciner mes mauvais instincts en déchirant mon cœur. Le lendemain, j'étais levée et vers midi, je m'installai dans un fauteuil au coin du feu, enveloppé d'un châle. Je me sentais faible, mais surtout, j'étais moralement brisée. Une misère indicible m'arrachait sans cesse des larmes silencieuses. Sans cesse, j'en essuyais le sel à mes joues. J'aurais dû pourtant être contente, car la famille Reed était sortie. Abbott cousait dans une autre chambre. Et Bessie, tout en rangeant des jouets, m'adressait de temps en temps quelques mots d'insolite gentillesse. Ça aurait dû être le paradis, accoutumée que j'étais aux réprimandes incessantes, aux corvées qui n'inspiraient aucun remerciement. Mais le calme ne pouvait apaiser mes nerfs déchirés, ni aucun plaisir parvenir jusqu'à moi. Bessie revint de la cuisine, me rapportant un morceau de tarte sur une assiette de porcelaine où un oiseau de paradis nichait dans une guirlande de roses et de liserons. J'avais pour cette assiette une admiration passionnée, et j'avais demandé de pouvoir la prendre pour la contempler de plus près. Mais on m'avait toujours jugé indigne d'un tel privilège. Inutile faveur. L'assiette prestigieuse reposait sur mes genoux. Trop tard. Je m'en détournais, comme on se détourne des choses trop longtemps, trop ardemment désirées, dont on n'a plus envie. Le plumage de l'oiseau, les nuances des fleurs s'étaient fanées pour moi. Je repoussai l'assiette et la tarte. Bessie m'offrit un livre. Le mot « livre » fut un stimulant éphémère.
et je lui demandais les voyages de Gulliver, que j'avais toujours lus et relus avec enchantement. Je trouvais à ce récit plus d'intérêt qu'aux contes de fées, car, ayant cherché en vain les elfes parmi les digitales et les campanules, sous les champignons et sous le lierre des vieux murs, j'avais fini par accepter la triste réalité. Tous, ils avaient quitté l'Angleterre pour quelques contrées plus sauvages, où les forêts étaient plus épaisses et la population plus clairsemée. Tandis que Lilliput et Brobdingnag, étant, dans mon esprit, bien inhérents à la terre, je ne doutais pas, lors d'un long voyage, de voir un jour de mes propres yeux les petits champs, les maisons, les arbres, leurs minuscules propriétaires, les vaches, les moutons et les oiseaux miniatures d'un de ces royaumes, ou de découvrir les moissons hautes comme des chênes de l'autre, les dogues énormes, les chats monstrueux, les hommes et les femmes pareils à des tours. Pourtant, lorsque je tins entre mes mains le livre bien-aimé, lorsque j'en tournais les pages, qu'étant l'émerveillement que j'y avais toujours trouvé jusqu'à ce jour, l'univers magique était devenu cendre. Les géants n'étaient plus que des lutins rabougris, les pygmées, des démons maléfiques. Gulliver, un vagabond désolé, errant dans des pays lugubres et pleins d'embûches. Je refermais le livre que je n'osais plus parcourir, et je le posais sur la table, à côté de la tarte que je n'avais pas goûtée. Bessie, ayant fini de ranger la chambre, ouvrit un petit tiroir rempli jusqu'à bord de merveilleux morceaux de soie et entreprit la confection d'un bonnet pour la poupée de Georgiana. Tout en cousant, elle chantait « Il y a bien longtemps, quand nous allions par les chemins ». J'avais entendu souvent cette chanson avec le plus vif plaisir, car Bessie avait, me semblait-il, une jolie voix. Mais aujourd'hui, bien que sa voix fût douce encore, la mélodie me parut d'une affreuse tristesse. Parfois, absorbée par son ouvrage, elle fredonnait le refrain tout bas, lentement, « Il y a bien longtemps », et je l'éprouvais comme un cantique funèbre. Et lorsqu'elle choisit une autre romance, c'en fut une plus douloureuse. Mes pieds sont douloureux, mais mes membres sont là. Long est le chemin et sauvage les monts. Bientôt le couchant s'éteindra au ciel sans lune. L'ombre entravera les pas du pauvre orphelin. Pourquoi m'a-t-on chassé dans ces déserts lointains, de par la vaste lande et la grisaille des rochers? Les hommes ont le cœur dur, et seuls les bons anges dirigent les pas du pauvre orphelin. Pourtant au loin, avec douceur, se lève la brise nocturne, le ciel est sans nuages, et tendre le regard des étoiles. Dieu dans sa clémence étend sa protection, sa joie, son espérance au pauvre orphelin. Et même si les ruines du pont cèdent sous mon pas, si je m'égare aux marais scintillants de trompeuses lueurs, mon Père me bénira et dans la terre promise prendra sur son cœur le pauvre orphelin. Cette connaissance est la source de ma force, bien que dépouillée de toute humaine tendresse,
Le ciel sera le toit qui abritera mon sommeil. Dieu est l'ami qui se penche sur le pauvre orphelin. Allons, Miss Jane, ne pleurez pas. Elle aurait aussi bien pu dire au feu « ne brûle pas ». Mais comment aurait-elle pu deviner de quelle souffrance morbide j'étais la proie? Mr. Lloyd revint dans la matinée. « Comment? Déjà levé ?» dit-il en entrant dans la chambre des enfants. « Comment va-t-elle, nurse ?» Bessie répondit que j'allais très bien. « Elle devrait avoir l'air plus gaie. Allons, venez ici, Miss Jane. Vous vous appelez bien Jane, n'est-ce pas? » « Oui, monsieur. Jane Eyre. »« Vous avez pleuré. Pourquoi donc? Avez-vous mal? » ?»« Non, monsieur. » « Je pense qu'elle pleure parce qu'elle n'a pas pu aller en voiture avec madame, » intervint Bessie. « Mais non. Voyons, elle a passé l'âge de pareille sottise. » C'était bien mon avis. Mon amour-propre fut blessé par une accusation aussi fausse, et je repartis vivement. Je n'ai jamais de ma vie pleuré pour une chose de ce genre. Je pleure parce que je suis malheureuse. N'avez-vous pas honte? S'écria Bessie. Le bon pharmacien parut perplexe. J'étais debout devant lui. Il plongea son regard dans le mien. Il avait de petits yeux gris, des traits taillés à la hache et un air de bonté. M'ayant bien observé, il me dit « Qu'est-ce qui vous a rendu malade hier ?»« Elle est tombée, » dit Bessie, ajoutant de nouveau son grain de sel. « Tombée. Allons donc, ce n'est plus un bébé. Elle doit bien avoir 8 ou 9 ans. »« On m'a fait tomber, » ajoutai-je, blessé à nouveau. « Mais ce n'est pas ce qui m'a rendu malade. » Cependant qu'il prenait une prise dans sa tabatière, la cloche sonna le repas des domestiques. Il le savait et dit « C'est pour vous, nurse. Je vais chapitrer un peu Miss Jane jusqu'à votre retour. » Bessie eût préféré rester, mais la ponctualité était chose sacrée à Gateshead. « Ce n'est pas cette chute qui a pu vous rendre malade. Alors qu'est-ce ?» questionna-t-il dès qu'elle fut partie. « On m'a enfermée dans une chambre hantée jusqu'à la nuit. » Mr. Lloyd sourit et grimaça. « Vous êtes quand même un bébé. Vous avez peur des revenants? » « De celui de Mr. Reed, oui. J'étais séquestrée dans la chambre où il est mort, alors que ni Bessie ni personne ici n'y entrerait sans obligation absolue. Et c'était cruel de m'y emprisonner, seule, sans même une bougie. Si cruel que je ne l'oublierai jamais. » « Absurde. Est-ce pour cela que vous êtes malheureuse? Avez-vous peur maintenant, en plein jour? » « Non, mais la nuit va revenir bientôt, et je suis malheureuse, si malheureuse, pour bien d'autres raisons. » « Quelles raisons? Pouvez-vous m'en dire quelques-unes? » Comme j'aurais voulu répondre pleinement à cette question. Comme il était difficile d'insérer la vérité dans une réponse simple. Les enfants vivent leurs sentiments, mais les mots les fuient pour les exprimer. Craignant toutefois de laisser échapper cette première et unique chance de soulager mon cœur en confiant ma peine, troublé, je parvins après un silence à traduire ma sincérité par une maigre réponse. « D'abord, je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. »« Vous avez une bonne tante et des cousins. » Je me tus à nouveau et repris gauchement. « C'est John Reed qui m'a frappé. C'est ma tante qui m'a enfermé. » Mr. Lloyd reprit sa tabatière. « Gateshead est une magnifique demeure, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas reconnaissante
honte de pouvoir y vivre. Ce n'est pas ma maison, monsieur, et Abbott dit que j'y ai moins de droits qu'une servante. Bah, vous êtes trop intelligente pour désirer quitter ce lieu admirable. Je n'ai nul endroit où aller. Sans cela, je serais bien heureuse de le quitter. Pourtant, il me faudra attendre d'être grande. Qui sait? N'avez-vous aucun parent hormis Mrs. Reed? Je ne pense pas, monsieur. Personne du côté de votre père? Je ne sais pas. J'ai posé la question à ma tante une fois. Elle m'a répondu qu'il y avait peut-être bien quelques miséreux du nom de R, mais qu'elle-même en ignorait tout. S'ils s'en retrouvaient, aimeriez-vous aller chez eux? Je réfléchis. La pauvreté a déjà grismine aux yeux des adultes. Pour un enfant, c'est un épouvantail. Il n'imagine pas une pauvreté honnête et laborieuse. Ce mot évoque les guenilles, les foyers sans feu, la famine, la grossièreté et le vice. Il est synonyme d'avilissement. Non, répondis-je, je n'aimerais pas aller chez des pauvres. Même s'ils étaient bons pour vous? Je secouai la tête. Pouvait-on être pauvre et bon? Et puis, il faudrait apprendre à parler comme eux, à adopter leurs manières. Et en fin de compte, devenir pareil à l'une de ces femmes que je voyais parfois bercer leurs enfants ou laver leur linge aux portes des chaumières de Gateshead. Non, je n'étais pas assez héroïque pour acheter ma liberté au prix de ma caste. Vos parents sont-ils donc si pauvres? Sont-ils des ouvriers? Je n'en sais rien. Ma tante dit qu'ils doivent être une bande de mendiants. Je ne voudrais pas mendier. Aimeriez-vous aller au pensionnat? Je dus réfléchir à nouveau. Je savais bien peu ce qu'était une école. D'une part, Bessie en parlait comme d'un endroit où les jeunes filles étaient mises au pilori, devaient porter dans le dos une planche pour apprendre une bonne tenue, où l'on attendait d'elles qu'elles soient distinguées et rangées à l'excès. D'autre part, John Reed haïssait l'école et tournait ses maîtres en dérision. Mais je n'avais aucun goût en commun avec ce garçon. Et si certains détails donnés par Bessie me paraissaient révoltants, d'autres me semblaient au contraire très attirants. Elle ne tarissait pas d'éloges sur les aquarelles qu'on faisait exécuter à ces jeunes filles, sur les chants qu'on leur apprenait, les pièces qu'elles savaient jouer, les livres français qu'elles traduisaient. Tout cela éveillait en moi un sentiment d'émulation. De plus, l'école serait l'éloignement total de Gateshead, l'aube d'une vie nouvelle. Oui, vraiment, j'aimerais bien aller au pensionnat, fut la conclusion de mes rêveries. Eh bien, sait-on jamais ce qui peut arriver, dit Mr. Lloyd en se levant. Puis, se parlant à lui-même. Cette petite doit changer d'atmosphère. Elle est nerveusement malade. Bessie revenait, et au même instant, le gravier de l'allée grinça sous les roues d'une voiture. « C'est Mrs. Reed, n'est-ce pas, nurse ?» Je désirerais lui parler avant de partir. Bessie le conduisit dans la salle à manger. J'appris le résultat de son entretien avec ma tante le soir même, tandis que Bessie et Abbott, me croyant endormi, échangeaient leur opinion. Madame est bien contente de se débarrasser de cette enfant mal élevée et gênante, qui a toujours l'air d'espionner et de comploter. Pour Abbott, j'étais une sorte de Guy Fawkes. Par la même occasion, j'appris, pour la première fois, d'après ce qu'elle confia à Bessie, que mon père avait été un pasteur pauvre, que ma mère avait épousé contre le gré de sa famille, que mon grand-père Reed
irrité de ce qu'il considérait comme une mésalliance, la déshérita. Et qu'une année après le mariage de mes parents, mon père contracta le typhus en visitant les pauvres de la grande ville industrielle où il était vicaire. L'épidémie sévissait, ma mère à son tour en fut atteinte, elle les emporta tous deux à un mois d'intervalle. Bessie, au récit que lui faisait Abbott, soupira et dit « Pauvre Miss Jane, elle est bien à plaindre. »« Elle le serait, » repartit Abbott, « si elle était une gentille et jolie enfant. On pourrait alors compatir à sa solitude. Mais on ne peut pas se soucier d'un pareil crapaud. »« C'est difficile, bien sûr, » approuva Bessie. « Une beauté comme Miss Georgiana serait plus touchante dans la même situation. » « N'est-ce pas? Je raffole de Miss Georgiana, » s'écria Abbott avec ferveur. « Ce trésor avec ses longues boucles, ses yeux bleus, son teint esquis, c'est une vraie miniature. Bessie, je mangerais bien une rôtie au fromage pour mon souper. Moi aussi, avec un oignon grillé. Venez. » Elles descendirent. Chapitre 4. Cette entrevue avec Mr. Lloyd, la conversation que j'avais surprise entre Bessie et Abbott, me donnèrent un espoir suffisant pour avoir envie de guérir. J'attendais et désirais en silence le changement d'existence qui semblait devoir se produire. Mais cet espoir s'amenuisait à mesure que les jours et les semaines passaient. J'étais guérie, mais aucune allusion ne fut faite au sujet que je ressassais. Mrs. Reed me regardait d'un œil sévère, mais ne m'adressait pas la parole. Depuis ma maladie, j'étais plus que jamais tenue à l'écart. On m'avait tout à fait séparée des enfants. Je dormais seule dans une petite chambre, je mangeais seule aussi, et passais mes journées dans la chambre des enfants, cependant que mes cousins restaient au salon. Il ne fut toutefois jamais question de l'école, mais tout mon instinct me disait que Mrs. Reed ne me supporterait plus longtemps sous son toit, tant son regard exprimait d'insurmontables aversions. Elisa et Georgiana, à qui de toute évidence on avait fait la leçon, me parlaient le moins possible. John gonflait sa joue de sa langue chaque fois qu'il me voyait. Un jour, il leva la main, mais je fis face aussitôt, mue par le même sentiment de révolte et de désespoir qui avait précédemment dépravé mon cœur. Il jugea préférable de s'abstenir. Il me fuit en vociférant ses malédictions, jurant que je lui avais brisé le nez, proéminence sur laquelle j'avais enfin cogné aussi fort que possible, et lorsque je remarquai que mon geste ou mon regard l'intimidait, je fus tenté de poursuivre mon avantage, mais il était déjà dans les jupes de sa mère. Je l'entendis raconter d'un ton génial comment cette mauvaise Jane Eyre s'était jetée sur lui comme une harpie. Il fut accueilli sèchement. « Je ne veux pas qu'on prononce son nom, John. Je vous ai défendu de l'approcher. Elle n'est digne ni de vous, ni de vos sœurs. » Penché sur la rampe, je ne pus retenir ma riposte. « Ce sont eux qui ne sont pas dignes de moi. » Malgré sa corpulence, Mrs. Reed eut tôt fait de grimper l'escalier. Cette déclaration, aussi étrange qu'audacieuse, lui donna des ailes. Elle m'engouffra dans la chambre, m'écrasa sur mon lit, me défiant avec emphase d'en bouger, ni de prononcer une parole de plus de la journée. « Que dirait mon oncle Reed s'il vivait ?» demandai-je, poussé par une force inconnue. « Comment ?» dit Miss Reed, le souffle coupé. Ses yeux gris, d'ordinaire froids et impassibles, se troublèrent de crainte. Elle lâcha mon bras et me regarda.
Elle semblait ne pas savoir si elle avait affaire à une enfant ou à un démon. J'étais lancée. Mon oncle est au ciel. Il voit ce que vous faites et ce que vous pensez. Mon père et ma mère aussi. Ils savent que vous me séquestrez toute la journée et que vous aimeriez me voir morte. Mrs. Reed avait repris ses esprits. Elle me secoua brutalement, m'administra une paire de gifles et partit sans mot dire. Bessie suppléa à ce silence par un interminable sermon dont il ressortait que j'étais l'enfant la plus perverse qui eût vu le jour. J'étais disposée à la croire, tant ma poitrine se gonflait de mauvais sentiments. Novembre passa, puis décembre et la moitié de janvier. Noël et le Nouvel An avaient été célébrés à Gateshead avec le faste habituel. On avait échangé des cadeaux, donné des réceptions. J'avais été bannie de toute réjouissance, cela va sans dire. Ma part de plaisir, je la prenais à assister à la toilette d'Elisa et de Georgiana. Robe de mousseline, ceinture pourpre, coiffure savante. À écouter, venant du salon, le son de la harpe et du piano, le tintement des verres et le bourdonnement des conversations. Lorsque j'étais fatiguée de cette occupation, je me retirais dans la chambre des enfants, silencieuse et solitaire, mélancolique, mais non malheureuse. À dire vrai, je ne tenais pas beaucoup à affronter une société où l'on m'eût ignorée. Et si Bessie m'avait tenu parfois compagnie, si elle avait eu un mot gentil, j'aurais préféré la chambre tranquille à ces salons envahis d'étrangers où j'aurais dû subir l'œil terrible de ma tante. Mais Bessie, dès qu'elle en avait terminé avec la toilette de ses jeunes maîtresses, s'en allait vers les joyeuses cuisines, emportant la bougie. Alors je m'asseyais auprès du feu, jusqu'à ce qu'il baisse, ma poupée sur les genoux, dévorant l'obscurité pour m'assurer que rien de pire que ma propre personne ne la hantait. Quand les tisons se poudraient de gris, je me déshabillais à la hâte et cherchais dans mon lit un refuge contre le froid et le noir. J'y prenais toujours ma poupée. Les êtres humains ont besoin d'aimer. N'ayant personne à chérir, je reportais les élans de mon cœur sur cette image plus semblable à un épouvantail qu'à un enfant. Je suis encore troublée aujourd'hui de la tendresse que je lui vouais. Je lui prêtais des sentiments humains et je ne pouvais m'endormir que lorsque, enveloppée dans ma robe de chambre, elle reposait contre moi. Je l'imaginais alors paisible et réchauffée, partageant mon bonheur relatif. Les heures me paraissaient longues jusqu'au départ des invités. J'espérais à chaque instant le pas de Bessie dans l'escalier. Elle montait, parfois, chercher son dé ou ses ciseaux, ou m'apporter quelques petits pains. Alors, elle s'asseyait au bord de mon lit pendant que je mangeais, puis elle me bordait et m'embrassait 2 fois en me souhaitant bonne nuit. Lorsqu'elle était douce ainsi, elle me paraissait être la plus belle et la meilleure créature du monde. J'aurais tant aimé qu'elle fût toujours ainsi. Bessie Lee devait être, je pense, une fille naturellement douée. Elle était adroite et possédait le talent de raconter. Elle était jolie aussi, si je me souviens bien. Mince, les cheveux noirs, les yeux sombres, les traits fins et le teint clair. Mais elle était capricieuse et emportée, et avait une médiocre notion de la justice. Néanmoins, telle qu'elle était, je l'aimais mieux que quiconque à Gateshead. C'était le 15 janvier, vers 9 heures du matin. Bessie était descendue déjeuner. Mes cousins n'avaient pas encore été appelés auprès de leur mère. Elisa, bien emmitouflée, était allée soigner ses poules. Si elle avait du goût pour cette occupation, elle avait une passion véritable pour les profits qu'elle en tirait.
Elle vendait les œufs, les poulets, mais aussi des graines, des boutures, et le personnel avait l'ordre d'acheter tous les produits de la terre de la demoiselle. Si elle avait pu vendre ses propres cheveux, elle l'eût fait. Elle thésaurisait avec frénésie, cachait son argent dans un chiffon. Puis, le jour où une domestique découvrit le magot, prise de crainte, elle investit sa fortune auprès de sa mère, réclamant le taux usuraire de 60%. Chaque trimestre, elle touchait ses intérêts et tenait un compte rigoureux de sa fortune. Georgiana, elle, minaudait sur un haut tabouret, agrémentant sa coiffure de fleurs artificielles et de plumes qui avaient pâli dans quelques malles du grenier. Quant à moi, je faisais mon lit, car Bessie m'avait donné l'ordre formel de tenir la chambre en ordre. J'étendis le couvre-lit, je pliai ma chemise de nuit, puis j'entrepris de ranger les livres et le mobilier de la maison de poupée. Mais Georgiana m'interdit sèchement de toucher à ses jouets. En effet, les chaises minuscules, les petits miroirs et la vaisselle miniature étaient son bien. Je renonçai, et n'ayant plus rien à faire, je m'approchai de la fenêtre, soufflant doucement sur les palmes de givre, afin de contempler un jardin pétrifié par le gel. Tandis que fondaient sur la vitre les feuillages d'argent, je vis arriver une voiture. Je la regardais monter l'allée avec indifférence. Il venait bien des voitures à Gateshead, mais elle n'y amenait jamais de visiteurs qui m'intéressaient. Aussi, mon attention alla-t-elle à un petit rouge-gorge affamé qui, sautillant, pépiant, s'agitait dans les ramilles dénudées du cerisier en espalier. Les restes de mon petit déjeuner traînaient sur la table. J'émiettais un petit pain et soulevais la guillotine de la fenêtre lorsque Bessie entra en courant dans la chambre. « Miss Jane, enlevez votre tablier. Que faites-vous là? Vous êtes-vous lavé les mains et la figure ce matin ?» Avant de répondre, je pris le temps de soulever la fenêtre et de répandre les miettes au dehors, car je voulais m'assurer que l'oiseau eût son pain. Puis, « Non, Bessie, je viens seulement de finir d'épousseter. »« Enfant pénible et négligente! Et qu'êtes-vous en train de faire? Vous êtes rouge comme si vous méditiez quelque mauvais tour. Pourquoi ouvriez-vous la fenêtre ?» Je n'eus pas à répondre. Bessie avait l'air bien trop pressée pour écouter une explication. Elle me tira jusqu'au lavabo, me savonna vigoureusement les mains et le visage, me brossa les cheveux, m'enleva mon tablier et, me bousculant jusqu'au palier, m'ordonna de descendre, car on me demandait dans la salle à manger. J'eusse volontiers posé des questions pour savoir qui me demandait, et si Miss Reed était là, mais Bessie était déjà loin. Je descendis lentement. Confinée depuis près de 3 mois dans la chambre des enfants, toutes les pièces du rez-de-chaussée m'étaient devenues objet de terreur. Et debout, devant la porte de la salle à manger, je sentais mes jambes se dérober sous moi. Trop de châtiments immérités m'avaient transformé en poltronne. Je n'osais remonter, j'osais moins encore entrer. Une cloche sonna. Je devais entrer. Qui peut bien me demander, pensai-je, la main sur la poignée de la porte? Qui vais-je voir avec ma tante? Un homme ou une femme? La poignée tourna, la porte s'ouvrit, j'entrai et je fis la révérence. Puis je levai les yeux sur un pilier noir. Telle m'apparut en effet la silhouette étroite et endeuillée debout dans la pièce et dont un masque morose formait le chapiteau. Mrs. Reed était assise comme de coutume près de la cheminée. Elle me fit signe d'approcher et me présenta en ces termes. « Voici la petite fille au sujet de laquelle je me suis adressée à vous. » Il, car c'était un homme, se tourna vers moi
et m'ayant vrillé de ses yeux gris, émit d'une voix solennelle. « Elle est bien petite. Quel âge a-t-elle ? 10 ans. »« Tant que cela, dit-il sceptique. »« Votre nom, petite fille ?»« Jane Eyre, monsieur. » En murmurant ma réponse, je jetai à la dérobée un regard sur mon interlocuteur. Il me parut grand, mais j'étais alors bien menu. Il avait une rude charpente, un air dur et compassé. « Eh bien, Jane Eyre, êtes-vous une enfant sage ?» Si j'avais répondu oui, j'aurais provoqué une opinion contraire. Je me tus. Miss Reed branla la tête de façon très expressive. « Moins on en dira sur ce sujet, mieux ça vaudra, Mr. Brocklehurst. Navré de l'apprendre. Il faut que nous parlions, elle et moi. Venez ici, dit-il. Il abandonna sa position perpendiculaire pour s'installer dans un fauteuil vis-à-vis de Mrs. Reed. Je m'approchai. Il me plaça bien en face de lui. Quel visage j'avais maintenant au niveau du mien! Quel énorme nez! Quelle bouche chevaline! Il n'est pas de spectacle plus affligeant qu'un enfant méchant, commença-t-il. Surtout une méchante petite fille. Savez-vous où vont les méchants après la mort? Je fus catégorique et orthodoxe. Ils vont en enfer. Et qu'est-ce que l'enfer? Un abîme de flammes. Aimeriez-vous y tomber et brûler pour l'éternité? Non, monsieur. Que devez-vous faire pour l'éviter? Je réfléchis. Ma réponse était sujette à caution. Rester en bonne santé et ne pas mourir. On ne choisit pas de rester en bonne santé. Les enfants plus jeunes que vous meurent chaque jour. Hier, j'ai enterré un bon petit enfant de 5 ans, à peine, dont l'âme est maintenant au ciel. Il est à craindre que vous n'auriez pas ce bonheur si vous mourriez à présent. Incapable d'éclaircir cette question, je me bornais à regarder des pieds gigantesques posés bien à plat sur le tapis, et je soupirais, souhaitant être à 100 lieues de là. J'espère que ce soupir exprime le remords que vous éprouvez de votre ingratitude envers votre bienfaitrice. Une bienfaitrice est vraiment un désagrément, pensai-je. L'interrogatoire se poursuivit. Faites-vous vos prières, matin et soir? Oui, monsieur. Lisez-vous la Bible? Quelquefois, monsieur. Aimez-vous la lire? J'aime l'Apocalypse, le livre de Daniel, la Genèse et Samuel, des fragments de l'Exode, des rois et des chroniques, Job et Jonas et les psaumes. J'espère que vous les aimez. Non, monsieur. Non! Quelle honte! J'ai un petit garçon, plus jeune que vous, qui sait 6 psaumes par cœur. Et lorsqu'on lui demande s'il préfère un biscuit au gingembre ou apprendre un psaume, il répond « Oh, je préfère apprendre un psaume, c'est le chant des anges, et je désire être un ange ici-bas. » Alors, on lui donne 2 biscuits pour récompenser sa piété enfantine. « Les psaumes sont ennuyeux, dis-je. Cette remarque prouve la perversité de votre cœur. Priez Dieu qu'il vous le change, qu'il vous en donne un neuf qui soit propre, qu'il remplace votre cœur de pierre par un cœur de chair.
J'étais sur le point de poser une question au sujet de la manière dont devait s'effectuer cette opération de remplacement lorsque Mrs. Reed entreprit de diriger alors la conversation. « Mr. Brocklehurst, il me semble que je vous laissais entendre, dans la lettre que je vous ai écrite il y a 3 semaines, que cette petite fille n'a ni le caractère, ni les dispositions que je souhaiterais. Si vous l'acceptez à Lowood, je serais reconnaissante que la directrice et les maîtresses l'aient à l'œil et qu'on les mette en garde contre son défaut majeur, la fausseté. Je dis cela devant vous, Jane, afin que vous ne puissiez pas en faire accroire à Mr. Brocklehurst. » J'avais de bonnes raisons de ne pas aimer Mrs. Reed et de la craindre. Elle s'ingéniait à me blesser cruellement, et je ne fus jamais heureuse auprès d'elle. Si soigneusement que je lui obéisse, si grands que fussent mes efforts pour lui complaire, elle me repoussait et m'assénait des phrases comme celles qui précèdent. Cette accusation portée devant un étranger maladroit au cœur et me déchira. Je sentais obscurément qu'elle saccageait tout l'espoir que j'avais misé sur la nouvelle existence à laquelle elle me destinait. Je sentais qu'elle s'acharnait à semer sur le chemin de l'avenir la malveillance et la sévérité. Aux yeux de Mr. Brocklehurst, déjà, qu'étais-je sinon une enfant odieuse et fourbe? Et que pouvais-je faire pour parer au tort qui m'était infligé? Rien, rien, pensai-je en étouffant un sanglot d'angoisse et d'impuissance. L'hypocrisie est en vérité un triste défaut chez un enfant, dit Mr. Brocklehurst. Et les menteurs auront toute leur place dans le lac de feu et de soufre. Elle sera surveillée, Mrs. Reed. J'en parlerai à Miss Temple et aux maîtresses. Je désire aussi, continua ma bienfaitrice, que son éducation soit en rapport avec sa condition. Elle doit apprendre à se rendre utile, être maintenue dans l'humilité. Quant aux vacances, avec votre permission, elle les passera toutes à Lowood. Vos décisions sont parfaitement justes, madame, repartit Mr. Brocklehurst. L'humilité est une vertu chrétienne. J'ai d'ailleurs veillé tout particulièrement à la mortification des élèves de Lowood, à vaincre en elles toute vanité. J'ai eu une preuve délicieuse de ma réussite l'autre jour, lorsque ma fille Augusta, rentrant d'une visite qu'elle avait faite à l'école avec sa mère, s'est écriée « Oh, cher papa, comme ces filles de Lowood sont simples et tranquilles, avec leurs cheveux tirés et leurs longs tabliers. On dirait presque des enfants pauvres. » Et elles ont regardé ma robe et celle de maman comme si elles n'avaient jamais vu une toilette de soie. Cela répond exactement à mes points de vue, répondit Mrs. Reed. J'aurais pu chercher dans toute l'Angleterre sans jamais trouver un système d'éducation convenant mieux à Jane Eyre. La logique, mon cher Mr. Brocklehurst. J'invoque en toute chose la logique. La logique est un devoir chrétien. Tout y est ramené à Lowood. Nourriture modeste, vêtements sans recherche, discipline laborieuse. Telles sont les règles de la maison. C'est parfait, monsieur. Puis-je, dès lors, compter sur l'admission de cet enfant à l'école? Certes, madame,
Elle fera partie de cette pépinière de plans de choix, et j'espère qu'elle sera reconnaissante de ce privilège inestimable. Je vous l'enverrai donc au plus vite, Mr. Brocklehurst, car je ne vous cache pas qu'il me tarde d'être libéré d'une responsabilité qui devient par trop pesante. Sans doute, madame. J'ai l'honneur de vous saluer. Je rentrerai à Brocklehurst Hall d'ici une semaine ou deux. Mon excellent ami, l'archidiacre, ne veut pas me laisser partir avant. J'avertirai Miss Temple de l'arrivée d'une nouvelle élève et tout sera simple. Au revoir, madame. Au revoir, Mr. Brocklehurst. Rappelez-moi, je vous prie, au bon souvenir de Mrs. Brocklehurst, d'Augusta et de Théodore. Je n'y manquerai pas. Petite fille, voici pour vous un livre. Vous lirez avec attention dans ce guide de l'enfance le récit de la mort soudaine de Martha G, une vilaine créature portée à l'hypocrisie et au mensonge. Mr. Brocklehurst s'en alla sur ces bonnes paroles. Mrs. Reed et moi nous trouvions seuls à présent. Quelques minutes passèrent. Elle cousait, je l'observais. Elle devait alors approcher de la quarantaine. Elle était lourdement bâtie, forte de mâchoire, le front bas. Sous les sourcils pâles luisaient des yeux sans pitié. Elle était robuste comme un chêne et tenait la maladie en déroute. Elle menait virilement sa maison et ses domaines. Seuls ses enfants défiaient son autorité. Elle était élégante et coquette. Assise sur un tabouret bas, non loin de son fauteuil, je scrutais sa physionomie. Ma main serrait la brochure qui contait la mort subite de la menteuse, ce récit qui devait m'être instructif. Ce qui venait de se passer, ce qu'elle venait de dire de moi à Mr. Brocklehurst, toute la conversation qui avait eu lieu écorchait mon âme. J'avais éprouvé la cuisson de chaque mot clairement compris, et le goût de la vengeance fermentait passionnément en moi. Mrs. Reed leva les yeux de son ouvrage et rencontra mon regard fixé sur elle. Ses doigts aussitôt s'immobilisèrent. « Sortez! Retournez dans la chambre des enfants !» m'ordonna-t-elle. Mon attitude ou mon regard avait dû lui paraître outrageant, car elle me parla avec une colère contenue. Je me levai, me dirigeai vers la porte, puis revins. J'allai jusqu'à la fenêtre, traversai la pièce pour enfin m'approcher d'elle. Je devais parler. On venait de me fouler aux pieds. Je devais riposter. Mais comment? Quelles représailles pouvais-je infliger à l'adversaire? Je rassemblai mon courage et lâchai brutalement. Je ne suis pas dissimulée. Si je l'étais, je dirais que je vous aime, mais je déclare que je ne vous aime pas. Vous êtes au monde la personne que je déteste le plus, hormis John Reed. Et ce livre sur la menteuse, vous feriez bien de le donner à votre fille, Georgiana, car c'est elle qui ment, et non moi. Les mains de Miss Reed reposaient, inactives sur son ouvrage. Son regard glacial plongeait dans le mien. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» dit-elle du ton que l'on prendrait devant un ennemi adulte. La cruauté de son regard et de sa voix remua en moi la haine. Toute tremblante, vibrant d'impulsions insurmontables, je continuai. « Je suis heureuse de ne pas appartenir à votre famille. De ma vie, je ne vous dirai plus ma tante. Quand je serai grande, je ne viendrai jamais vous voir. Et si quiconque me demande si je vous aime et comment vous m'avez traité, je dirai que le seul fait de penser à vous me rend malade
et que vous avez été une tortionnaire. Comment osez-vous affirmer une chose pareille, Janet? Comment j'ose, Mrs. Reed? Parce que c'est la vérité. Vous croyez que je n'éprouve rien? Que je peux vivre sans tendresse aucune? Je ne le peux pas, mais vous ignorez toute pitié. Je me souviendrai jusqu'au jour de ma mort de la façon brutale dont vous m'avez rejeté et enfermé dans la chambre rouge, alors que mon cœur était à l'agonie et que dans ma détresse je vous suppliais. Et ce châtiment, parce que votre mauvais garçon m'avait battu sans raison? Je raconterai très précisément cette histoire à quiconque me posera des questions. On vous croit bonne, mais vous êtes mesquine et cruelle. L'hypocrite, c'est vous. Cette tirade terminée, un sentiment de joie, de libération, de triomphe jamais connu m'envahit. La chaîne qui m'enserrait s'était brisée. Non, j'avais trouvé une liberté que je n'attendais plus, non sans raison. Mrs. Reed paraissait effrayée. Son ouvrage gisait à terre. Elle se balançait d'avant en arrière, le visage péniblement contracté. « Jane, vous vous trompez. Qu'avez-vous? Pourquoi tremblez-vous si violemment? Voulez-vous un verre d'eau? »« Non, Mrs. Reed. Y a-t-il quelque chose que vous désiriez? Je vous assure que je veux être votre ami. »« Vous? Non. Vous venez de dire à Mr. Brocklehurst que j'avais un vilain caractère et que j'étais sournoise. Mais j'informerai tout Lowood de ce que vous êtes et de ce que vous m'avez fait. » Jane, ces choses vous échappent. On doit corriger les enfants de leurs défauts. « Le mensonge n'est pas mon défaut !» m'écriai-je d'une voix aiguë et sauvage. « Mais vous devez reconnaître, Jane, que vous êtes violente. Maintenant, retournez dans la chambre des enfants, chérie, et couchez-vous un moment. Je ne suis pas votre chérie, et je ne veux pas me coucher. Envoyez-moi à l'école au plus vite, Mrs. Reed, car j'ai cette maison en horreur. »« Certes, je l'enverrai bientôt à l'école, » murmura Mrs. Reed. Et prenant son ouvrage, elle quitta brusquement la pièce. Je me retrouvai seule, maîtresse du champ de bataille. Je n'avais jamais mené si dur combat, et c'était ma première victoire. Je savourais ma solitude de conquérant. Tout d'abord, je me souris à moi-même, transportée. Mais ce plaisir féroce s'émoussa en même temps que ralentissaient les battements de mon cœur. Un enfant ne saurait se quereller avec ses aînés et donner libre cours à sa fureur comme je l'avais fait, sans éprouver ensuite le contre-coup du remords et le frisson de l'inquiétude. Tandis que j'accablais Mrs. Reed d'accusations et de menaces, des brandons brûlaient en mon cœur avec des flammes hautes, éclatantes, dévorantes. Ce même brasier venait de s'y éteindre, y laissant des cendres noires. Et lorsqu'une demi-heure de silence et de réflexion m'eut révélé la folie de ma conduite, je m'abandonnai à la tristesse d'une condition où j'étais haï et où je haïssais. J'avais goûté pour la première fois au vin capiteux de la vengeance. Sa dernière gorgée n'était plus qu'un poison corrosif. Je serais volontiers allé demander pardon à Mrs. Reed, mais mon expérience et mon instinct me disaient que c'eût été soulever doublement son mépris et dès lors ranimer en moi la colère. J'aspirais à un exutoire plus sain que l'injure, à une nourriture moins démoniaque que l'indignation. Je pris un livre, des contes arabes, mais je ne pus fixer mon attention. J'ouvris alors la porte de la terrasse. Ni soleil ni brise n'amollissaient un jardin figé par le gel. Ma jupe par-dessus la tête,
Je me réfugiais dans un coin solitaire du parc, mais les arbres silencieux, les pommes de pin tombées, les tas de feuilles mortes, amassées par le vent et transformées en pyramides glacées, ne pouvaient m'apporter aucun plaisir. C'était un jour sombre, chargé de neige. Parfois un flocon tombait sans y fondre sur le chemin durci, et mon cœur malheureux se murmurait « Que faire ? Que faire ?» Tout à coup, une voix claire appela. « Miss Jane, où êtes-vous ? C'est l'heure de déjeuner. » C'était Bessie, je le savais bien. Mais je ne bougeais pas. Son pas léger sonna sur l'allée. « Sotte ! Pourquoi ne répondez-vous pas quand on vous appelle ?» Bien qu'elle fût comme de coutume quelque peu fâchée, la présence de Bessie me parut réconfortante. D'ailleurs, après mon altercation avec Miss Reed, pouvais-je m'inquiéter de la colère d'une servante? Et d'autre part, j'étais disposée à me chauffer à la chaleur de son jeune cœur. Aussi l'entourai-je de mes bras en disant « Allons, Bessie, ne me grondez pas. » Cet élan m'était inhabituel, il lui plut. « Étrange enfant, » dit-elle en me regardant. « Petite vagabonde solitaire. Vous irez bientôt en pension, n'est-ce pas ?» Je hochai affirmativement la tête. « Et n'aurez-vous pas de chagrin de quitter cette pauvre Bessie ?»« Que suis-je pour Bessie ? Elle me gronde sans cesse. »« Vous êtes si bizarre, craintive, timide. Vous devriez être plus hardie. »« Comment ? Pour recevoir plus de coups ? » ?»« C'est vrai que vous n'êtes pas très bien traitée. Ma mère m'a dit qu'elle n'aimerait pas voir un de ses enfants à votre place. Mais rentrons. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. » « Je n'en crois rien, Bessie. »« Quel air désolé. Écoutez, tout le monde est sorti. Nous goûterons toutes les deux. J'ai demandé à la cuisinière de vous faire un gâteau. Ensuite, nous préparerons vos affaires, car vous quittez Gateshead dans 2 jours. Alors, Bessie, promettez-moi de ne plus me gronder jusqu'à mon départ. »« Entendu, mais soyez sage, et n'ayez plus peur de moi. C'est ce qui me fait sortir de mes gonds. »« Je n'ai plus peur de vous, Bessie, car je vous connais. Bientôt j'aurai de nouvelles personnes à redouter. Si vous les craignez, elles ne vous aimeront pas. »« Comme vous, Bessie ? Je ne vous déteste pas. Je vous préfère même aux autres. Vous ne le montrez guère. Vous devenez presque insolente. Qu'est-ce qui vous rend si entreprenante tout à coup ? » Je fus sur le point de lui raconter ce qui s'était passé entre Mrs. Reed et moi, mais je me ravisai. « Je vais partir, et puis... »« Alors, vous êtes contente de me quitter ? » ?»« Non. En cet instant, je suis plutôt triste. »« En cet instant, plutôt, comme mademoiselle dit cela froidement. Et si je vous demandais de m'embrasser, répondriez-vous plutôt non ? Je vous embrasserai avec joie. Penchez-vous vers moi. » Nous nous étreignîmes, et je la suivis, rassérénée. L'après-midi s'écoula paisiblement, harmonieusement, et le soir, Bessie me conta ses plus passionnantes histoires, me chanta ses plus jolies chansons. Même pour moi, la vie eut un rayon de soleil.